Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On est très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle saison. C'est la première émission pour des vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David et nous avons voulu, après tous les événements graves qui sont arrivés ces dernières semaines, vous offrir une émission spéciale sécurité routière pour bien comprendre certaines choses. Et on va en parler au sommaire de cette émission. Quand allez-vous percuter? C'est la question posée par Vinci à l'occasion de sa campagne Choc le long des autoroutes. Les concessionnaires exposent les fourgons d'intervention percutés par des automobilistes endormis ou inattentifs. Une vingtaine de collisions de ce type recensées rien que depuis janvier sur le réseau Vinci Autoroute. Un agent autoroutier a même perdu la vie en exerçant son métier le 3 mars dernier. On en parlera avec Olivier Turcan, directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute, Marie-Pierre Auriol, gérante du garage Prud'homme, dépanneur sur l'autoroute A66, et son fils Julien Bardet, qui lui est au contact des automobilistes sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et en seconde partie d'émission, on va revenir sur un autre fléau qui touche cette fois les policiers, les gendarmes, les refus d'obtempérer, des conducteurs qui préfèrent plutôt fuir que se soumettre à un contrôle, avec parfois des conséquences dramatiques, comme on l'a vu il y a peu de temps à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, et c'était la semaine dernière. Des refus d'obtempérer auxquels s'ajoute la hausse du nombre de conducteurs sans permis, de véhicules circulant non assurés et de plus en plus souvent de véhicules non assurés conduits par des personnes sans permis. Quelles sanctions pour les coupables, quels droits pour les victimes? On en parlera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, et Julien Rensky, directeur général du FGAO, le fonds de garantie des assurances obligatoires. Et on est ravis de vous retrouver pour cette belle émission, les vraies voix qui font rouler la France, spéciale sécurité routière. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes avec Olivier Turcan, directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec cette phrase choc, mais qui est tellement bien trouvée, quand allez-vous percuter? Parce que c'est quasi le quotidien des personnes qui travaillent sur les autoroutes en général. On les voit et puis on les voit plus en fait. Allez-y. Oui, donc, on n'a pas de micro. C'est bon. Ah ouais, Il est branché. Oui, nos patrouilleurs sont des agents formés, aguerris, oui. Des vrais professionnels, motivés, qui aiment leur métier. Mais la problématique, elle vient de l'usager qui est inconscient, qui fait n'importe quoi sur la route et qui ne respecte pas les règles de base de la sécurité routière. D'abord, les chiffres. Combien d'interventions par jour? Est-ce qu'on a des chiffres à peu près Oui, les patrouilleurs font chacun une dizaine d'interventions chacun par jour. Ça va de l'objet ramassé jusqu'à l'intervention sur un accident, un dépannage qui les expose plus longtemps sur la chaussée. Et bien sûr, il faut ça sous des critères très stricts, oui. Très stricts de signalisation, avec des planches de travail et des objets très clairs de formation. Si j'ai bien lu les chiffres, il y a un véhicule autoroutier percuté chaque semaine en France, c'est ça? Uniquement sur Vinci Autoroute. Uniquement sur Vinci Autoroute. Nous avons présenté Vinci Autoroute. Nous en sommes à 31. Il y en a encore un qui a été percuté aujourd'hui. On est sur Brive. On est à 31 depuis le début de l'année. On était à 52 l'année dernière. Et c'est 227 véhicules pour l'ensemble des autoroutiers ou des départements qui ont des hommes en jaune comme nous. Avec des blessés graves, voire des morts dans les effectifs? Nous avons eu à déplorer le 3 mars le décès de Tony Nelec en intervention sur la 8 et en 2022 de Raphaël Génolac sur la 9, avec des blessés aussi, parce qu'il y a un décédé, mais il y a aussi des blessés, des gendarmes et notamment, des blessés graves, oui. Sur l'accident sur la 8, et un collègue de chez nous. On a avec vous des gens avec qui vous travaillez. Marie-Pierre Auriol, gérante du garage Prud'homme, dépanneur sur l'autoroute A66, bonsoir. Bonsoir. On vous entend le pas. Son, on vous entend pas. Oui, bonsoir. Et son fils, Julien Bardet, dépanneur au garage Prud'homme. Alors, j'ai eu une aventure avec eux qu'on va raconter tout à l'heure, et c'est pour ça aussi, ça nous a incité avec Cécile à faire cette émission. Quand vous entendez notre ami de Vinci Autoroute, Olivier Turcan, vous faites le même constat, vous dites c'est très dangereux, finalement on a peur, parfois. Ah oui, effectivement, les automobilistes roulent quand même à 130 à côté de nous, c'est pas rien. Et c'est des conditions très dangereuses, effectivement.
Olivier Turcan, pour ceux qui nous écoutent, parce que on parlait des dépanneurs aussi dans une autre émission, il faut créer une pédagogie auprès des usagers de la route, quels qu'ils soient, bien leur expliquer que lorsqu'il y a une dépanneuse, lorsqu'il y a un agent qui travaille sur l'autoroute, c'est de se décaler en fait. C'est fondamental. Ouais. Et nous avons justement, vous l'avez dit, la fondation Vinci Roulons Autrement qui travaille sur d'abord la communication. Vous avez parlé des fourgons, vous avez parlé des différentes opérations que nous réalisons parfois avec les gendarmes. Mais aussi, c'est un travail scientifique de recherche de la Fondation, notamment sur l'endormissement au volant et notamment aussi sur du travail de technologie. On a des fourgons de patrouille qui nous permettent de voir à 360 degrés avec des caméras télescopiques. On a aussi innové chez Vinci Autoroute avec ce qu'on appelle le Patrol Care, qui est en fait, pour éviter tout incident, il faut respecter le corridor de sécurité. La base, c'est ça. Et on a sur une caméra, sur nos patrouilles, sur nos fourgons de patrouille, qui détecte une intrusion dans la zone sécurisée et qui avertit à la fois le patrouilleur pour qu'il puisse évidemment s'échapper au plus vite, et aussi le chauffeur, parce que s'il est en train de somnoler ou s'il est en train de regarder malheureusement son téléphone ou autre chose, parfois il y en a qui, moi j'ai vu une chose absolument incroyable une fois, c'était pas sur autoroute, quelqu'un qui regardait des vidéoclips sur son téléphone dans la voiture. C'était absolument incroyable. Absolument. Et comme il avait les fenêtres ouvertes, on avait même la musique. Il y a 87% des conducteurs qui disent qu'ils arrivent 2 secondes à regarder autre chose, à faire autre chose, et 2 secondes sur une autoroute, c'est 70 mètres. Donc effectivement, si on... Voilà. Alors, ce qui est un peu dingue, c'est que moi je me souviens d'avoir passé mon permis. J'ai demandé à une jeune génération aussi, est-ce que à un moment donné, quand vous passez votre permis, on vous dit attention, on vous explique en disant voilà, il peut y avoir des travaux, des choses. Il y a une vraie pédagogie à faire aux plus jeunes, c'est-à-dire que dès qu'on passe son permis, de bien expliquer justement les mesures de sécurité lorsque vous êtes sur la route. On le fait sur la route, mais on le fait pas sur l'autoroute. C'est ça qui est dingue. L'autoroute, elle est 5 fois plus sûre que la route. Les patrouilleurs font un travail formidable. Mais en effet, c'est pour ça que, à l'initiative de Vinci Autoroute, avec l'État, nous avons mis en place ce corridor de sécurité et les panneaux de signalétique nouveaux que nous testons pour que les personnes se décalent. Je dirais que quand on voit une lumière la nuit, un gyrophare, quand on voit le jour un homme en jaune, un fourgon qui est toujours en pré-signalisation, c'est très simple, on jette un petit coup d'œil dans son rétroviseur, on met son clignotant et on se décale. C'est logique. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant justement sur cette sécurité routière. C'est très important parce que c'est eux qui nous sauvent la vie la plupart du temps. Donc il faut en prendre soin. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. On parle de Vinci et puis on va parler aussi des refus d'obtempérer aussi dans la deuxième partie de cette émission. Et Jean-Christophe Covy du syndicat Unité sera avec nous pour en parler. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Une très belle émission spéciale sécurité routière avec des vrais conseils et puis une belle campagne de communication très efficace. Vous l'avez peut-être vu pendant vos vacances, vous avez vu des camions cabossés, forcément percutés sur le bord de la route. C'est physiquement ce que a représenté la campagne de Vinci. Quand allez-vous percuter? Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment une campagne choc et qui en dit beaucoup. Et pour en parler, notre invité Olivier Turcan, qui est directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute, et Marie-Pierre Auriol, gérante du garage Prud'homme et dépanneur sur autoroute avec son fils. Ma question est de dire, est-ce que alors cette campagne, on n'a pas encore les résultats, est-ce que quand même vous avez des retours en disant oui, effectivement, on commence à percuter pour le coup, pour reprendre le titre de votre campagne? Oui, cette campagne qui est portée par la Fondation de Vinci Autoroute a mesurer déjà les résultats. On a 3 personnes sur 5 qui voient cette campagne et qui disent réagir et changer leur comportement. Et ce qu'on demande, c'est que ce comportement, il le change durablement et en permanence respecter le corridor de sécurité comme on a parlé et les règles basiques de sécurité, la vitesse et l'attention, bien sûr. Et soyons clairs, pardon, je rebondis sur quelque chose, Philippe. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans vos équipes, il y a des gens qui veulent plus aller sur l'autoroute? Non.
Non. Non, c'est comme je vous l'ai dit après, les femmes et les hommes en jaune aiment leur métier. D'accord. Et sont des vrais professionnels, ont des vraies formations, ont des vraies compétences. Aujourd'hui, je suis là pour porter leur parole, et leur parole, c'est de dire arrêtez de l'irresponsabilité, et s'il vous plaît, pensez à eux, respectez les règles simples de sécurité et le corridor de sécurité. Eh bien, ils sont avec nous, Marie-Pierre Auriol, gérante du garage Prud'homme à Pamiers, qui dépanne sur l'A66, et son fils Jules Bardet. Alors, on s'est rencontrés dans des circonstances pas très sympas. Mais c'est ça qui est dingue, ouais. Oui, et alors, j'ai eu une lettre anonyme me disant que c'était une animatrice de Sud Radio qui avait saboté mon moteur, mais je ne crois pas que ça puisse être vous, Cécile, puisque je suis tombé en panne sur l'autoroute, et c'est le garage Prud'homme avec Jules qui sont venus me dépanner, et en 20 minutes, pour monter ma voiture sur le plateau, 2 voitures, une Twingo et une Golf ou une Polo, la Twingo c'est sûr, ont failli percuter Jules, parce que quand on est obligé de mettre les sabots, je sais pas comment on dit, pour monter un véhicule, c'est terrifiant. Ce qu'on a vécu ensemble, Jules, j'ai vraiment eu peur pour votre vie. Vous le vivez tous les jours, à chaque dépannage ou presque? Et malheureusement, ça arrive assez souvent. Sur certains véhicules, on est obligé d'utiliser ces matériels-là. Et les gens ne prennent même pas attention, j'ai l'impression, ils nous remarquent pas. Carrément. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tout seul? Alors quand vous dépannez, vous êtes tout seul, c'est-à-dire que personne peut, entre guillemets, faire la circulation, ou c'est compliqué? Parce que ça dépend des interventions. Si c'est des accidents, il y aura toujours un patrouilleur. Et pour des situations compliquées aussi, on appelle le PC sécurité autoroutier qui nous envoie une patrouille pour nous aider. Parce que vous êtes souvent dos à la circulation quand vous travaillez. Alors on reste toujours du côté terre, on va dire, pas du côté route. Ouais. Et pour rester protégé tout simplement. Et généralement on regarde le plus souvent la route, c'est d'où vient le danger, tout simplement. Marie-Pierre, vous avez plusieurs salariés, et il y a quelques jours, vous avez eu une de vos dépanneuses qui a été victime d'un accident sur la 66, et ça s'est joué à quelques secondes que le dépanneur soit grièvement blessé, voire tué. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc, ça s'est passé le 27 juillet exactement, en fin d'après-midi. Un conducteur s'est endormi et malheureusement, il a percuté la dépanneuse. Donc, on a eu beaucoup de chance entre guillemets, parce que le dépanneur venait de claquer la portière du véhicule, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'impact, quoi. Voilà. Heureusement aussi, c'était une grosse dépanneuse, parce qu'on a du matériel aussi un petit peu plus petit en fonction du véhicule qu'on va dépanner, ramener. Et donc heureusement que c'était une grosse dépanneuse, parce que oui, il y a eu plus de peur que de mal, mais bon, ça s'est joué à quelques secondes, quoi. Donc le conducteur conduisait déjà depuis plus de 4 heures sans s'arrêter, et il s'est endormi. Et vous avez déjà eu chez Prud'homme on le souhaite évidemment pas, des accidents corporels qui ont touché des membres de votre personnel? Alors nous, on a les autoroutes depuis 2002, donc la 66, et c'est la première fois où on a un camion qui se fait percuter. Donc oui, on a quand même relativement beaucoup de chance, quoi, depuis le temps. Qu'il nous soit rien arrivé, quoi. Et c'est une bonne nouvelle. Olivier Turcan, vous êtes directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute. Vous évoquiez tout à l'heure un système, une de vos filiales qui développe un système d'alarme pour détecter les véhicules dangereux. Ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable de dire que la voiture, elle est entre guillemets ou pas maîtrisée, si la personne ou trop vite, ou c'est ça? Voilà, c'est ça. Une filiale de Vinci Autoroute a mis en place un système. On considère le corridor une zone de sécurité dans lesquelles les véhicules ne doivent pas s'insérer, ne doivent pas rentrer. Et l'intelligence artificielle, dès qu'elle reconnaît un véhicule qui rentre dans cette zone, elle enclenche une sonnerie très puissante qui permet à la fois à notre patrouilleur d'être au courant de la situation, et bien sûr aux partenaires qui sont avec nous, gendarmes, dépanneurs, et qui alertent aussi le chauffeur pour lui signaler le danger.
Oui, parce que ça peut être, on le dit, un endormissement. Enfin, après, il faut savoir se gérer, mais c'est pas forcément des gens qui regardent leur portable ou qui vont trop vite. On a les yeux qui clignent, on s'arrête à la première ère, quoi. Oui, voilà, le sujet évidemment de l'endormissement qui est un sujet de somnolence où on dit aux gens arrêtez-vous toutes les 2 heures. Le comportement normal, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures, de se reposer, et évidemment, quand on n'a pas assez dormi, eh bien, on prend pas le volant. Marie-Pierre Auriol, quand vous voyez la campagne de Vinci, quand allez-vous percuter, vous qui avez du personnel qui est tous les jours sur l'autoroute A66, c'est l'autoroute qui va de Toulouse à Foix et vers l'Andorre, et est-ce que vous dites c'est une bonne chose et ça va peut-être permettre enfin de sensibiliser les gens au type de drame qui peuvent arriver, parce qu'il y a chaque année des gens qui meurent sur les autoroutes de cette manière? Oui, tout à fait. C'est une très bonne chose de ce qui vient d'être mis en place là. Et pour nous, c'est positif, quoi, complètement. Jules, il y a déjà un dépannage où vous avez eu particulièrement peur? Ça m'est déjà arrivé, oui, la nuit ou. La nuit, c'est encore pire parce qu'on vous voit pas malgré vos gilets réfléchissants. Les gens font moins attention. Il y en a qui disent d'ailleurs qu'ils aiment pas conduire la nuit parce qu'ils voient mal. Tout à fait. Ouais. Ou alors les grosses périodes, les chassés-croisés, il y a beaucoup de monde sur la route, dans des zones compliquées. Heureusement, les patrouilleurs sont là pour nous aider, mais ça reste quand même... Je rappelle quand même, j'en profite pour rappeler que si vous tombez en panne sur l'autoroute, ne restez pas dans votre voiture, parce qu'on le voit aussi. Oui. Il faut être derrière la rambarde de sécurité. Vous avez un gilet jaune, vous le mettez, mais vous sortez de la voiture et vous mettez à l'extérieur de la voiture à l'abri, parce que ça aussi, ce sont des choses qu'on voit assez régulièrement autour de nous. Comment on fait? Ça veut dire que quand vous dépannez quelqu'un sa voiture, il faut gérer aussi la personne, parce que il y a des gens qui décident de venir vous aider, regarder, machin. Il faut aussi gérer les conducteurs et si toutefois il y a une famille, il faut aussi la gérer, ça. Alors tout à fait, c'est la base même principalement. Mais vous n'êtes pas responsable d'eux? Si, totalement. Ah, vous êtes responsable des gens qui sont que vous dépannez? Oui, le rôle du dépanneur et du patrouilleur, c'est de respecter en premier lieu les humains et de les mettre de suite en sécurité avant même d'attaquer leur travail. Et à ce titre-là, on travaille main dans la main avec les dépanneurs, avec les gendarmes, avec les pompiers. Nous avons créé une école des métiers de l'autoroute pour promouvoir cette formation et tout le travail que nous avions fait pour nos salariés, l'ouvrir aussi à tous nos partenaires que sont les dépanneurs, les gendarmes. Pour tout vous dire, juste après de nous avoir secouru, Jules on a été chercher une autre voiture qui était en panne, c'était les Montalbanais qui rentraient de vacances. Secouru, vous êtes tombé en panne. Non, mais sur l'autoroute, c'est quand même, vous savez, c'est stressant quand ils passent à côté de vous. Et la première chose qu'il ait faite, c'est que les gens étaient un peu plus enfoncés, il y avait une espèce de refuge, ça a été de les mettre en sécurité dans le camion, et ça, je dois dire que il faut vous rendre hommage à vous de Vinci, à vous les dépanneurs, c'est que vous mettez vos points en jeu et que vous aidez les gens et vous êtes hyper accro à la sécurité, mais c'est aussi votre sécurité, non? C'est là mon coup de colère, c'est que les femmes et les hommes en jaune et les partenaires qui travaillent avec nous sont avant tout là pour la sécurité des usagers de la route. Et moi, je demande ici solennellement, et je vous remercie de nous donner l'occasion, pour eux, mais de demander à ces gens le moindre retour, c'est de respecter leur vie. C'est des gens qui viennent pour travailler, qui viennent pour être les anges gardiens de nos clients. Et moi, je veux qu'ils rentrent à la maison avec leur famille. Absolument. En pleine santé. Juste un petit mot, des chiffres qui devraient vous faire réfléchir. 87% déclarent qu'il leur arrive de détourner le regard de la route de plus de 2 secondes. 65% des conducteurs français reconnaissent téléphoner au volant et 43% prennent le volant alors qu'ils se sentent très fatigués. Alors ces chiffres, il faut les intégrer et il faut se dire que quand on prend la route, c'est une voiture peut tuer, forcément vous tuer et tuer d'autres gens. Merci beaucoup. Une dernière question, Jules. Quelle est la personne la plus sympa que vous ayez dépannée sur une autoroute? Ne répondez pas, Jules, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'avais une idée. Merci. Voilà, lui, il parle bien. Jules m'a dépanné plusieurs fois, donc de toute façon, c'est moi qui va choisir. Olivier Turcan, merci d'avoir accepté notre invitation, directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute. Et bien entendu, dès que vous en avez besoin, cette antenne vous est offerte, bien entendu, et ouverte. Et merci aussi
Et merci aussi à Jules Bardet et à sa maman Marie-Pierre Auriol. Et vu ce que vous avez dit sur moi, si elle tombe en panne, ne la dépannez pas sur l'autoroute à 66. Bien sûr, parce qu'il a du cœur, Jules. Il n'est pas comme vous. N'importe quoi. Allez, dans un instant, on va revenir sur les refus d'obtempérer qui ont plein de visages. On va en parler avec Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire général. Et Julien Rensky, DG du FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, pour voir comment ça se passe quand vous êtes victime de quelqu'un qui n'a pas de permis, qui a fait un refus d'obtempérer, et tutti quanti. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et retour des vraies voix qui font rouler la France, et ça a malheureusement défrayé la chronique cet été. Refus d'obtempérer, conduite sans permis, véhicules non assurés, personnes qui font n'importe quoi dans des véhicules, des voitures ou des motos, on l'a vu notamment à Valoris, et on se pose cette question: quel risque pour les responsables et quel droit pour les victimes? On va en parler avec nos invités. Jean-Christophe Couvi qui est avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité, et Julien Rensky, directeur général de FGAO, Fonds de garantie des assurances obligatoires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Jean-Christophe Couvi, comment expliquer l'explosion aujourd'hui alors, c'est une question qui est assez vaste, du nombre de refus d'obtempérer? Oui, bonjour. Vous pouvez. Comment expliquer? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Oui. On voit bien qu'il y a effectivement donc une inclinaison vers le haut justement de ces refus d'obtempérer. Ça s'explique tout simplement, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vivent en dehors de notre société, qui se mettent carrément avec leurs propres règles et qui décident de ne pas respecter les règles de usage, j'allais dire, de la société. En fait, quand on voit qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, il faut vraiment s'interroger sur le fait de qui fait quoi en France et comment ça se fait qu'on laisse des gamins. Là, on le voit ces derniers jours. Encore une fois, hier soir, il y a une gamine de 14 ans qui était au volant d'un véhicule qui s'est fait interpeller par mes collègues. Et on se demande où sont les parents. Déjà, ça en fait partie, je vais dire, une des réponses. Si les enfants étaient déjà plus encadrés par les parents, ils feraient un peu moins de bêtises. Et après, surtout, c'est pourquoi, quelle est la réponse, en fait, j'allais dire, de notre administration et de l'État par rapport à ces refus d'obtempérer. Et on voit aussi qu'il y a le fameux triptyque que je répète tout le temps, mais qui est toujours valable. C'est-à-dire qu'il nous faut des effectifs de police, parce qu'effectivement, il faut des hommes. Il faut aussi, après, derrière, une fois qu'on interpelle les gens, des officiers de police judiciaire qui sont en nombre pour traiter toutes les procédures. Et derrière, il faut qu'il y ait une réponse ferme de la justice, et surtout très rapide, et qui vient justement punir très rapidement ces délinquants. Julien Rensky, en cas d'accident suite à un refus d'obtempérer, les assureurs, par exemple, si je ne m'abuse, ne couvrent pas les personnes qui ont été en état d'alcoolémie ou de prise de stupéfiants. Après un refus d'obtempérer, quelqu'un cause un dommage corporel ou matériel. Si le véhicule, qui prend en charge si le véhicule est assuré? Et est-ce que c'est pris en charge alors qu'il y a eu refus d'obtempérer? Alors écoutez, il y a plusieurs questions. Peut-être qu'il faut que je précise pour commencer que le fonds de garantie des victimes, qu'on appelait autrefois le fonds de garantie automobile, lui, il intervient pour prendre en charge la victime ou les proches de la victime en cas de décès, lorsque la victime ne peut pas être prise en charge par l'assurance, soit parce que l'auteur n'est pas assuré, soit parce qu'il a pris la fuite. Voilà, donc ça c'est les conditions dans lesquelles on intervient. Ceci peut faire suite ou non à des situations de refus d'obtempérer, mais le refus d'obtempérer est vraiment un sujet spécifique qui relève beaucoup plus de la justice pénale. Mais quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer et qui va percuter une voiture, ou pire, parfois quelqu'un qui le tue, l'assurance couvre quand même ou pas? Eh bien, ça c'est une question qui se dirige vers les assureurs. Moi, je représente le service public. Pour ce qui concerne le service public, nous allons intervenir lorsque il n'y a pas d'assurance qui est susceptible de prendre en charge la victime.
Oui, c'est ça. Les conducteurs sans permis, Jean-Christophe Couvi. Alors, il y a plusieurs modes de refus d'obtempérer, même si c'est le même mode. Il y a la délinquance que vous évoquez, classique, mais il y a aussi tous ces gens qui ou ont perdu leur permis et qui roulent quand même parce que ils en ont besoin pour aller travailler, ou des gens qui n'ont plus d'assurance parce que ils n'ont pas les moyens de les payer. Même si le résultat est le même, on peut pas tous les mettre forcément dans la même. On est obligé de les mettre dans le même panier, si je puis dire. Alors oui et non. J'allais dire oui parce que à la fin, ça reste quand même un acte délictuel, oui, et qui peut engranger effectivement des décès et de graves blessures aux autres usagers. Et après, surtout, ce que l'on voit, nous, c'est le refus d'obtempérer aggravé qui augmente. Oui. C'est-à-dire que ceux-là, il y en a 5000 par an, et ils mettent vraiment en danger la vie d'autrui, la vie des policiers, la vie d'autrui. Donc ça, par contre, on voit cette aggravation. C'est-à-dire qu'un refus d'obtempérer simple, une personne veut pas se soumettre au contrôle d'un policier, on le rattrape un peu plus loin, il s'arrête, terminé, on fait la procédure et effectivement on voit qu'il n'a pas de permis ou alors qu'il a picolé, etc. Bon, mais après tout, les 5000 là, ce qui est compliqué, c'est qu'eux, par contre, ils sont prêts à prendre tous les risques. Mmh. Ils ne se rendent pas compte, ils roulent vite, ils vont percuter d'autres voitures, des piétons dans la rue, tout ça pour échapper, et puis aussi pour narguer, c'est un jeu pour certains. Hein. C'est ça qui est terrible. Hein. Vous voyez d'ailleurs des fois sur des vidéos, là j'en ai vu il y a 2 jours dans le sud, où il y a des policiers qui essaient d'interpeller une personne qui prend le rond-point à contresens, et derrière vous avez des imbéciles qui rigolent et qui traitent les policiers de neuneux, qu'on n'a pas réussi à les interpeller, et que les bleus sont nuls. Enfin voilà, je veux dire, en même temps vous en faites des héros de ces gens-là. C'est ça qui est dramatique. Au lieu de tirer vers le bas et de dire voilà, de les pointer du doigt, au contraire, vous en faites des héros dans certains quartiers. Julien Rensky, est-ce qu'on a des chiffres sur la sécurité routière, sur tous ceux qui aujourd'hui ont un permis ou pas? Qu'est-ce qu'on a comme chiffre entre ceux qui n'ont pas payé, ceux qui n'ont plus de permis, qu'est-ce qu'on a comme chiffre à apporter aujourd'hui? Alors moi, je peux vous parler du phénomène de la conduite sans assurance. D'accord. Je peux pas vous parler des refus d'obtempérer. Le fonds de garantie, je l'ai dit, il intervient lorsque une personne est victime d'un conducteur non assuré. Mmh. Et donc, l'année dernière, à ce titre, nous sommes intervenus pour prendre en charge 7700 blessés, donc de personnes blessées, à la suite d'un accident causé par un conducteur non assuré ou un conducteur en fuite, puisque c'est aussi un cas où nous intervenons. Donc ça, c'est, je dirais, pour notre activité en propre. Par ailleurs, l'État, le ministère de l'Intérieur, essaye d'estimer le nombre qui pourrait être celui des conducteurs non assurés en France. C'est un exercice qui est difficile, c'est pas une science exacte. L'estimation serait de près de 700 000 conducteurs non assurés en France, ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme, évidemment trop. Sachant que non assuré, c'est pas juste un défaut d'assurance. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de permis, vous êtes non assuré. On est d'accord. Ça englobe tout ça. Quand vous n'avez pas de permis, vous pouvez pas être assuré. Mais il y a par ailleurs des gens qui ont le permis, mais qui ne sont pas assurés. Oui. Donc là, je parle de l'ensemble des conducteurs qui ne respectent pas l'obligation légale de s'assurer. Vous savez que c'est l'assurance de responsabilité civile, c'est-à-dire pour protéger les autres des dommages que je peux leur causer. Donc l'estimation est de l'ordre de 700 000, ce qui est beaucoup, ce qui est insupportable. Il faut toutefois la relativiser, puisque on sait que par ailleurs 57 millions de véhicules sont assurés en France. Donc l'écrasante majorité des conducteurs respectent l'obligation d'assurance, mais encore trop ne la respectent pas. Oui, non, mais je rebondis sur ce que je disais, je me suis mal exprimé. Si votre voiture est assurée, mais que votre permis vous a été retiré, vous n'êtes pas assuré, on est d'accord? Oui, absolument. Et donc là, c'est vous, le FGAO, qui prenez le relais en cas d'accident, qu'il soit corporel ou purement matériel. C'est ça, exactement. Nous prenons le relais pour que la victime ne soit pas laissée au bord de la route, si je puis dire. Donc nous allons l'indemniser et nous allons nous retourner ensuite
vers celui qui est le responsable, c'est-à-dire l'auteur de l'accident non assuré. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que faire l'impasse sur l'assurance, c'est prendre un risque pénal en cas de contrôle par les forces de l'ordre, mais c'est aussi prendre un risque financier très lourd, parce que si vous causez un accident grave, nous allons indemniser la victime, mais nous allons vous demander de nous rembourser des sommes qui peuvent être extrêmement importantes, au-delà de centaines de milliers d'euros. Je vous pose une question. Non, il y a la pub. On vous la posera après. Bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans quelques instants. C'est très intéressant en tout cas. Merci beaucoup de tous ces points qui nous éclairent. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour des vraies voix qui font rouler la France, cette spéciale sécurité routière. Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité, et Julien Rensky, directeur général du FGAO, le fonds de garantie des assurances obligatoires. Julien Rensky, on a dû faire une pub, donc j'ai pas pu vous poser la question que je voulais vous poser. Vous disiez que vous indemnisiez les gens pour un décès ou par exemple un très lourd handicap. Ça représente combien une indemnisation pour la victime ou sa famille ? Alors écoutez, si vous venez de savoir, c'est très difficile de vous répondre puisque ça dépend énormément des situations, c'est-à-dire concrètement de la gravité des séquelles. La loi en France prévoit ce qu'on appelle l'indemnisation des dommages donc physiques, les atteintes corporelles, psychiques, et aussi les dommages économiques. Par exemple, si vous ne pouvez plus travailler du fait de l'accident, vous allez être indemnisé à ce titre. Donc c'est des montants qui sont très variables, mais qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Ah oui. Ah oui, quand même. D'accord. Est-ce que ça change là dans le cas du gendarme, dans le cas d'une personne dans l'exercice de ses fonctions, est-ce que ça change forcément entre un civil et une personne dépositaire de l'autorité publique, par exemple. Alors, je crois qu'il faut en effet distinguer les situations. S'agissant d'un représentant des forces de l'ordre, il peut y avoir d'une part ce qui relève de la protection fonctionnelle, donc une protection qui est mise en œuvre par l'État, et ensuite lorsque l'infraction pénale est caractérisée, il peut y avoir également une intervention du fonds de garantie. Alors, sans entrer dans la technique, ça n'est plus le fonds de garantie automobile, mais ce qu'on appelle le fonds de garantie pour les victimes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, qui peut prendre en charge l'ensemble des personnes qui sont victimes de criminalité de droit commun. Alors, ce qui est difficile pour vous, Jean-Christophe Couvi, du côté des forces de l'ordre, c'est que ces voitures, et on l'a vu dernièrement à Valoris avec cette fillette de 7 ans ou avec ce cycliste qui a été percuté, c'est la location des voitures. C'est-à-dire que une jeunesse aujourd'hui, parce que soyons clairs, ces refus d'obtempérer, généralement, c'est entre 17 et 25 ans au plus serré, avec ces voitures qui sont louées à l'étranger et qui vous posent forcément un énorme problème de traçabilité. Oui, c'est compliqué, d'autant plus. Alors, quand on les loue en France, c'est assez sévère quand même. Les loueurs pourront témoigner. C'est quand même bien encadré. Après, effectivement, on vit en Europe, et donc en Europe, il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile, notamment en Pologne ou en Allemagne. On peut sous-louer des voitures déjà louées. Et donc, en fait, on voit bien, regardez, Naël, par exemple, c'était ça. C'était une voiture immatriculée en Pologne. Donc, un bolide dans les mains d'un gamin de 17 ans qui a pas de permis ni rien, effectivement, à la fin, ça peut commettre aussi beaucoup de délits et malheureusement entraîner la mort sur les routes. Une façon simple aussi chez nous de pouvoir lutter contre les refus d'obtempérer. On a de la chance dans la police, c'est d'avoir des motards. Sauf qu'aujourd'hui, les motards, et c'est un choix politique, on voit bien, les motards, c'est de plus en plus rare. On voit aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé à mes collègues CRS les effectifs. Et normalement, il devrait y avoir les autoroutières, c'est-à-dire les effectifs sur les autoroutes. Il devrait y avoir 1585 agents, on n'en a que 1523. Et les motards, on devrait en avoir 389, on n'en a que 326. Et ainsi de suite. Et quand je le décline un petit peu, je regarde aussi notamment les motos qu'il y a dans les départements, on se rend compte que les effectifs sont en baisse constante. On a du mal à recruter.
Et en fait, ça serait la réponse aussi. C'est-à-dire que pour lutter contre les rodéos ou les refus d'obtempérer, on voit bien que dès qu'on a des motos avec nous, les gars sont super, ont une haute technicité, ils rattrapent les véhicules, ils peuvent donner des progressions et derrière, on peut intercepter les véhicules en plus de sécurité. Donc encore une fois, il y a des choix politiques qui sont faits. On a besoin d'effectifs. Et ces effectifs-là, effectivement, c'est une partie de la réponse contre la lutte, contre les refus d'obtempérer et les rodéos. Julien Renski, quand on voit ce qui s'est passé en Avignon, où un bolide, parce qu'une Lamborghini c'est un bolide, loué à l'étranger, conduit par une personne qui n'a pas le permis, qui prend la fuite, là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'assurance du loueur, c'est la personne qui a loué mais qui a prêté la voiture qui est responsable, c'est le FGAO qui prend le relais. Comment ça se passe? Le dossier est hyper compliqué quand on y réfléchit. Écoutez, il est compliqué et je n'en ai pas les éléments, donc vous comprendrez que je sois prudent. Je comprends évidemment l'émotion et la stupéfaction qu'a provoqué cette tragédie. La justice est saisie, donc je ne peux pas vraiment m'exprimer. Ce qui est clair, mais est-ce que le FGAO marche par exemple pour un véhicule immatriculé à l'étranger qui a un accident en France? Alors, les règles d'intervention sont un peu complexes, mais le point qu'il faut souligner, c'est qu'il existe en Europe un dispositif qui fait qu'en tout état de cause, une personne qui est victime d'un accident causé par un auteur non assuré, donc comme ça semble être le cas dans l'hypothèse, en tout état de cause, cette personne sera prise en charge par la solidarité nationale. Après, selon l'immatriculation, il peut y avoir des règles un petit peu différentes, puisque si le véhicule est immatriculé à l'étranger, ça peut être notre homologue, si vous voulez, italien, allemand, qui va supporter le montant de l'indemnisation, même si cette indemnisation va être mise en œuvre en France pour faciliter autant que faire se peut la prise en charge des victimes. Donc la réponse, c'est que en Europe, et ça on peut dire merci à l'Europe, il y a un dispositif qui fait que en tout état de cause, la victime est prise en charge. Elle n'est jamais abandonnée. Elle n'est jamais abandonnée. Jean-Christophe Couvi, l'un de vos collègues, disait que dans le cadre d'un refus d'obtempérer, peut-être l'une des mesures qui pourrait éventuellement faire en sorte de créer un électrochoc, c'est la destruction totale de la voiture. Dans ce cas-là, confiscation et destruction. Alors j'allais dire, c'est un peu comme les rodéos. Les rodéos, en fait, ce qui marque les esprits, il faut marquer les esprits. Effectivement, c'est que quand vous prenez les bécanes, enfin les motos, vous les supprimez et que vous les compactez, vous en faites des petits trombones ou des pins. C'est sûr que déjà vous marquez un peu votre territoire. La voiture, bon, je dis pas qu'il faudrait le faire. Peut-être, oui, qu'il faudrait le faire. Il faudrait y penser, à condition que la voiture vous appartienne bien déjà, parce que vous pouvez l'avoir volée ou empruntée à quelqu'un et puis commettre un refus d'obtempérer avec. Après, derrière, je vais vous dire, moi, ce qui marche déjà, c'est la prévention aussi, parce que on avait des effectifs de police à un moment donné qui faisaient de la prévention dans les écoles, la sécurité routière, etc. Ça se fait de moins en moins. J'ai pris quelques chiffres, encore une fois, en région parisienne. Dans le 94, dans le Val-de-Marne, on a 4 policiers pour faire ça. Dans le 91, c'est-à-dire l'Essonne, on en a 2. Voilà. Imaginez un petit peu le boulot que ça prend. Encore une fois, on a un problème d'effectifs. Donc il y a la prévention d'un côté, et puis après effectivement la répression. Et la répression, on a un système pénal qui est très dur. Quand on regarde le quantum des peines, je peux vous dire qu'on transpire, on tombe des gouttes. Alors qu'en fait, une fois que même si un juge qui est très sévère va vous punir sévèrement, derrière le système est fait pour détricoter la peine et pour faire des aménagements de peine. Donc en fait, on donne pas des bons signaux non plus à ces personnes-là. Et après, j'allais dire, une fois que l'auteur, par exemple, a effectivement commis des dégâts ou tué quelqu'un, j'ai entendu le monsieur qui disait que en fait le fonds de garantie allait se retourner contre ces personnes. Mais moi, j'aimerais bien avoir le taux de recouvrement réel, parce que c'est bien de dire ça, sauf que derrière, il y a beaucoup aussi de gens qui sont insolvables ou qui se rendent insolvables. Et du coup, que fait j'allais dire le gouvernement derrière? Comment on récupère cet argent, sachant que derrière, en fait, le fonds de garantie, en fait, c'est un pot commun. Vous, moi, on paye tous les mois dans nos assurances, on paye un fonds de garantie. En tout cas, absolument. Ça, je peux d'ailleurs le confirmer. Malheureusement, un certain nombre d'auteurs sont inconnus parce qu'ils ont pris la fuite ou ne sont pas solvables. Et c'est pourquoi l'essentiel du financement du fonds de garantie, il est assuré par la communauté
des conducteurs assurés qui payent une taxe de 1,2% sur les primes d'assurance. Merci beaucoup, Julien Rensky, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires, et heureusement que c'est là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, pour cet éclairage aussi sur ces drames de la route. Merci mille fois. On se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h pour Les Vraies Voix. On vous souhaite une très très belle soirée et merci à notre équipe formidable. Et on vous dit à demain. À demain, à 20h de l'essentiel de Sud Radio avec Frédéric Jouve, mais tout de suite Sud Radio à votre service.